Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche, bien sûr, oui, ça y Merci, est. Monsieur le Président. Mettez bien le micro devant vous, qu'on vous entende. Voilà, parfait. Mal avec le micro. Oui, je disais simplement, Monsieur le Président, nous vivons une drôle d'époque et globalement règne l'ère de la suspicion conjuguée à la stigmatisation des populations les plus précaires. Mais soyons clairs, Monsieur le Président, des deux côtés de l'Assemblée départementale, sans aucun doute, chaque élu s'attelle à œuvrer au quotidien pour une meilleure intégration des populations précaires. Mais là où le bas blesse, c'est de savoir à quel niveau nous plaçons le curseur. Je n'entrerai pas dans une bataille de chiffres pour savoir si parmi les 10 000 bénéficiaires du RSA, 50% d'entre eux seraient en capacité de retourner à l'emploi avec un accompagnement intensif et adapté notamment par rapport à ce que propose France Travail. D'ailleurs, si cela était si simple, ça se saurait. D'abord, je tiens à préciser que personne ne s'oppose à ce que les allocataires du RSA soient mieux accompagnés dans la construction de leur parcours professionnel en proposant entre 15 et 20 heures hebdomadaires consacrées à la formation, à l'accompagnement et à la recherche d'emploi. Mais doit-on en conclure aujourd'hui que les équipes pluridisciplinaires actuelles dédiées à l'accompagnement ne sont pas suffisamment efficaces? Permettez-moi d'en douter. Ces professionnels de l'insertion ont surtout besoin de moyens humains supplémentaires. Et d'ailleurs, je salue leur engagement sans faille. Le deuxième point, c'est que le RSA, c'est un revenu, c'est un coussin de sécurité. Et depuis le RMI datant de 1988, il y a toujours eu des conditions. Il y a déjà un contrat d'engagement réciproque, il y a déjà une responsabilité de la personne de s'impliquer dans son parcours d'insertion, et personne ne s'oppose au principe des droits et des devoirs, à commencer par les bénéficiaires du RSA eux-mêmes. D'ailleurs, nous avons connu un premier galop d'essai, le conseil départemental a expérimenté, vous l'avez dit, le service public de l'insertion et de l'emploi, mais force est de constater que les résultats sont mitigés. Cette expérimentation a créé, il est vrai, un écosystème de l'insertion et de l'emploi qui regroupe le département, Pôle emploi, les régions, les missions locales, les mêmes acteurs que nous allons retrouver au sein de France Travail. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont volontairement ou involontairement à tous les niveaux non traités. Rien sur les salaires décents, rien sur les conditions de travail, rien sur la question des horaires décalés, rien sur la place du salarié dans l'entreprise, rien sur les déplacements, rien sur la santé. La priorité est de mettre la pression sur les bénéficiaires du RSA pour inciter les demandeurs à accepter des emplois, même très précaires, plutôt que d'agir auprès des entreprises pour qu'elles revoient leurs pratiques en termes de rémunération et de conditions de travail. D'ailleurs, je profite de l'occasion d'avoir la parole ce matin. Lors d'une précédente intervention en session plénière, j'avais émis des réserves sur la réforme de l'assurance chômage qui bafouait les droits des demandeurs d'emploi, et un des collègues de la majorité départementale m'avait répondu qu'en tant que chef d'entreprise, il rencontrait des difficultés de recrutement. Permettez-moi de vous dire qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail. D'ailleurs, allez demander à ces jeunes et ces moins jeunes demandeurs d'emploi que je reçois toutes les semaines à ma permanence d'élu, qui habitent notamment les quartiers populaires de la métropole, si c'est si simple pour eux. Pour conclure, la question est de savoir ce que France Travail va apporter de plus. Quelle est la valeur ajoutée? Que recouvriront réellement les 15 ou 20 heures d'activité? Quelles seront les sanctions et pour quel motif si le bénéficiaire ne respectait pas, entre guillemets, la question des 15 ou 20 heures d'activité? Il y a beaucoup trop de zones d'ombre. Et donc, face à toutes ces interrogations, pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir votera contre ce rapport. Oui, je vais donner la parole à la présidente. J'ai juste un mot à dire. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien faire? Rien faire? Chacun sait bien que la solidarité, le premier service qu'on peut rendre à quelqu'un qui bénéficie des systèmes de solidarité bien nécessaires, ben, c'est de l'aider à s'en sortir. C'est notre objectif. Et donc, une expérimentation, évidemment, qu'elle est à construire. Hein? Moi, je souhaite aussi l'application de tous les partenaires. On a eu parfois du mal à travailler avec les missions locales, il faut être clair, pour les jeunes. D'autre part, j'ai demandé d'ailleurs à ce qu'on puisse aussi réfléchir à accompagner les jeunes, notamment,
On s'en occupe maintenant avec les lois Taquet jusqu'à 21 ans. Et ensuite, on les retrouve à 25 ans. Après, c'est l'État qui prend ça en charge, les missions locales, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, l'expérimentation, moi, je souhaitais qu'on ouvre le débat et qu'on mette tous les partenaires autour de la table. Moi, monsieur Hamid Lassouni, vous êtes président d'une mission locale, je crois savoir. Bon, vous serez invité autour de table. Les zones d'ombre, vous serez invité à les lever. Alors, au motif qu'il y a encore des zones d'ombre ou des difficultés, etc., mais c'est le propre d'une expérimentation. Ce que je ne comprends pas que vous votiez contre, ça veut dire que vous votiez contre le principe. Ensuite, qu'il y ait des interrogations, etc., c'est un autre sujet. Mais vous votez contre le principe de l'expérimentation France Travail. Et c'est là où je suis absolument abasourdi par ce que vous dites et par votre vote. Abasourdi, je vais le respecter, de toute façon, ça se fera. Bon, Dieu soit loué. Enfin, je ne sais pas si la référence à Dieu vous satisfera, mais enfin, heureusement, ça se fera. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Elle est intenable, et intenable pour les gens qui sont au bord du chemin, et qui se disent, ben oui, tous les problèmes que vous venez d'évoquer, monsieur Lassouni, je suis d'accord. Simplement, la vie de famille, le transport, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à toutes ces problématiques-là? Il faut qu'on ait un regard croisé, tous les acteurs. Et moi, il y a une chose, je crois, je me demande si derrière tout ça, il n'y a pas des arrière-pensées politiques. Est-ce que pour vous, élus métropolitains, ça vous gêne qu'on soit en copilotage département? Je vous redis ici, puisque vous, des fois, vous me donnez des leçons de compétences, que la compétence de l'insertion sur le territoire de la métropole, comme sur tout le territoire, c'est de la compétence française, c'est de la compétence des départements. Et nous l'assumons avec enthousiasme et engagement. Notre but, c'est d'accompagner les personnes qui sont parfois très éloignées de l'emploi pour qu'elles retournent vers l'emploi. Moi, je n'ai qu'un seul objectif, c'est le retour vers l'emploi. Et quand vous me dites, je suis même choqué que pour un socialiste de vous entendre dire ça, quand vous me dites que 50% des gens ne seraient pas en situation de retrouver demain un emploi, mais vous seriez dans une forme de fatalité, de fatalisme, où il y a des gens qui sont très éloignés, qui ont des problèmes de santé. Cela ne relève pas des dispositifs d'insertion et se relève du soin. Il y a des personnes qui sont très éloignées aussi et qui sont accompagnées sur des parcours de lutte contre les addictions, etc., de parcours de vie de famille, de rupture de vie de famille. Et parfois, on a eu des drames qui sont conduits parce qu'il y a eu des séparations, etc. Donc tout ça mérite un accompagnement. Ce qu'on propose simplement à travers ce principe, c'est d'accompagner mieux ensemble, individuellement. Et ça répond exactement à ce que nous souhaitons dans ce département. Nous avons toujours pensé que le suivi individuel permettait d'avoir des résultats collectifs. Voilà, individuel. C'est ça, là. Et je ne comprends absolument pas, franchement. Enfin, vous qui avez été il y a 40 ans, en fait, les 40 ans de la décentralisation, je reconnais que la gauche, de ce point de vue, a avancé. Heureusement qu'on a suivi le travail, parce qu'il y a eu des reculs depuis avec les lois Notré et MAPTAM, où je n'ai pas compris que la même gauche qui était la référence à ce qui s'est passé dans la décentralisation à 40 ans était la gauche de la recentralisation lors des lois Notré et MAPTAM et des métropoles. C'est invraisemblable, mais ça prouve bien que la gauche a perdu complètement sa boussole, complètement. Et quand j'entends ça sur une expérimentation d'accompagnement individualisé, un refus de rentrer dans l'expérimentation, alors que vos collègues de gauche en charge de responsabilité s'y engagent et ont levé les interrogations, notamment en Seine-Saint-Denis, et je travaille beaucoup avec le président de Seine-Saint-Denis, mais franchement, c'est hallucinant, je pèse mes mots, c'est hallucinant. Mais vous avez perdu votre boussole ou quoi? Franchement. Alors après qu'il y ait des sujets sur le RSA, droit de devoir, le débat, on l'aura. On l'aura au niveau du pays. C'est M. Benoît Borda qui le portera au sein de la majorité. Ce sera celui, faut-il distinguer les droits des devoirs, c'est-à-dire l'automaticité du droit. Là, on pourra avoir un débat politique là-dessus. Moi, je refuse l'automaticité du droit. Je dis simplement qu'il ne peut y avoir de droit que s'il y a des devoirs en même temps. En même temps. M. Benoît Borda, c'est pour attirer votre attention. En même temps. Bon, droit et devoir, pas l'un sans l'autre. Bon, en tout cas, une expérimentation comme ça, la refuser, franchement, voter contre. Mais attendez, moi, comme président des départements de France par ailleurs, mais je tombe de l'arbre. Je tombe de l'arbre. Oui. Non, ça me faisait du bien. Oui, mais j'entends. Permettez-moi de... Vraiment,
Je suis vraiment désarmée par rapport à vos propos, d'autant que ça n'a pas suscité de débat au sein de la deuxième commission, où la parole est vraiment très libre. Donc je suis vraiment étonnée. Je suis surtout étonnée que vous ne choisissiez pas la confiance en l'autre. Excusez-moi, mais les bases de l'humanisme, c'est la confiance dans l'autre et dans sa capacité à être acteur de sa vie. On ne désespère jamais de l'autre quand on est humaniste. Et c'est bien tout le sujet des politiques d'insertion que nous menons. Ensuite, vous parlez... Je vous avoue que je n'ai pas apprécié que vous ayez l'air de dire qu'il y a des sujets qu'on mettait sous le tapis parce qu'on ne sait pas trop. Mais saluez le respect que nous avons pour les compétences des autres, parce qu'il se trouve que tous les sujets que vous avez évoqués ne sont pas de la compétence du département, mais de nos partenaires au sein du consortium. Alors je vais vous faire une petite piqûre de rappel, parce qu'on aura besoin de vous justement sur ces questions. La première, vous parlez des salaires. C'est les employeurs, c'est bien pour ça que nous allons travailler avec les entreprises. Parce qu'il va falloir créer les conditions de l'accueil des nouveaux salariés. On va parler de la formation, on va parler avec la région. On va en parler effectivement aussi, peut-être sur le salariat. Ça peut être aussi le logement. Pas simplement, on le sait bien, on le voit bien pour les saisonniers. La difficulté qui est souvent posée, c'est l'hébergement pour des gens qui souhaitent travailler dans certains métiers saisonniers. Vous avez parlé des transports. Vous étiez bien d'accord avec le transfert des transports. C'est très bien que le département n'est plus AOT. N'est plus autorité d'organisation des transports, mais c'est votre famille politique qui l'a voté. Vous devriez être content. C'est qui l'autorité de transport en Côte d'Or? C'est la métropole, c'est les coms d'agglo, c'est la région évidemment, et les EPCI qui ont pris la compétence. Alors venez pas nous dire à nous qu'on met sous le boisseau le transport. C'est vous qu'on va aller voir pour le transport. Vous parlez des moyens de garde. Il vous a quand même pas échappé que tout ce qui est halte garderie ou crèche, ce n'est pas tout à fait la compétence du département. Nous sommes là pour donner l'autorisation. Mais je ne doute pas que la métropole va nous donner des places prioritaires pour l'insertion des femmes seules, avec enfants. Nous allons en reparler de ça. Donc, nous n'avons rien mis sous le tapis, Monsieur El Hassouni. Nous avons simplement exprimé une expérimentation qui est dans le respect de nos partenaires qui viendront apporter leur contribution à cet édifice ô combien complexe qu'est le parcours de l'insertion, qui n'est d'ailleurs, permettez-moi de vous le dire, jamais linéaire. Parce que alors ça, je n'y crois pas. Il y a des choses un petit peu... Parfois on recule, mais finalement on ne recule pas tant que ça. C'est tout l'intérêt des 15-20 heures. J'étais comme vous au début, je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse valoriser tout ce qui est fait et qui acte la compétence psychosociale que la personne met, c'est-à-dire être capable un jour de prendre le bus pour aller faire sa démarche administrative, eh bien pour certaines personnes, c'est déjà une vraie victoire et c'est un pas supplémentaire dans l'insertion. C'est ça qu'on veut valoriser, vraiment. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que nous vous proposons cette expérimentation. Et puis, vous parlez des moyens. Alors que vous dénonciez, j'en suis navrée pour monsieur le député, mais que vous dénonciez qu'on fasse cette expérimentation à moyens constants pour Pôle emploi, je partage votre inquiétude. Très honnêtement, je partage votre inquiétude quand je vois que pour nous, qui avions déjà étoffé nos équipes d'insertion très territorialisées, avec des coachs, avec des travailleurs sociaux qui étaient des conseillers d'insertion professionnelle, on a besoin de 11 ETP supplémentaires pour 1900 bénéficiaires de RSA. La cohorte est de 1900 bénéficiaires. On demande 11 ETP supplémentaires pour venir, parce qu'ils font très bien leur boulot, nos agents. Ça, vous ne m'entendrez jamais dire le contraire. Mais on voit bien que si on monte d'un cran, il faut donner des moyens humains. On ne va pas leur demander de faire ça à moyens constants. C'est un autre métier en plus, parce que là, on est vraiment sur le coaching. On est sur une démarche tout à fait renforcée. On l'a déjà expérimenté dans le SPI, ça marche très bien, mais il faut des moyens dédiés. Très honnêtement, je suis comme vous, on se pose des questions. Mais on va partir sur le précepte de la confiance. Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on regarde, on constate. Comme a dit le président, nous sommes des élus. Nous ne sommes pas là que pour faire le constat des faits. Nous sommes là pour les changer. Bravo, excellente. Elle est en général excellente, mais là, elle était particulièrement excellente. Monsieur Massarindia, puis Monsieur Borda. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, vous nous proposez un rapport portant sur l'expérimentation France Travail et comme vous avez été sur le champ de l'interprétation lors de votre réponse, je serai moi aussi dans le champ de l'interprétation en souhaitant effectivement que vous n'épousiez pas l'idée que les bénéficiaires du RSA seraient dans une démarche volontaire de dépendance à des aides. Moi, je ne le pense pas. Je me suis exprimé sur ce sujet ici même dans cette assemblée dès le mois d'octobre.
pour préciser qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux sirènes du populisme et que cet acte-là ne constituait pas le corps d'une politique publique en matière d'insertion et de l'emploi. Cela a été précisé, la réalité couverte par une personne bénéficiant du RSA ne peut se résumer à des simples calculs mécaniques qui ne prendraient pas en compte la dimension humaine. Et très souvent, dans les rapports qui nous sont présentés, la logique est de dire qu'il y a un certain nombre de bénéficiaires de RSA et en face des offres d'emploi non pourvues. Ce mécanisme ne fonctionne pas puisque, en fait, bien évidemment, ça a été précisé par Madame la vice-présidente, qu'il faut tenir compte non seulement de l'âge, de l'état de santé des personnes, vérifier si la personne est en situation de handicap ou non, vérifier si effectivement les mobilités sont présentes et si les personnes sont assez formées pour occuper le poste visé. Je le répète, la démarche vers l'emploi est un long processus, lent, qui nécessite du temps pour mettre dans les meilleures dispositions possibles les bénéficiaires du RSA. Monsieur le Président, chers collègues, l'expérimentation France Travail, ou tout du moins la logique que vous défendez, n'est pas précise. Vous l'avez évoqué, nous avons ici l'évocation de principes, mais nous n'avons pas le détail du développement et du déploiement de cette expérimentation. Si ce n'est, une chose est sûre, c'est que le bénéficiaire du RSA devra effectuer 15 à 20 heures d'activité. Mais de quel bénéficiaire du RSA parle-t-on ? À l'heure où le prix de l'énergie explose et que vous nous avez proposé le prolongement de certaines aides, quel sera le périmètre de mobilité pour une personne qui touche seule 598,54 €? Vous nous avez demandé dans nos propos liminaires quelle était notre position. Notre position, c'est celle de l'accompagnement, un accompagnement très fin, le plus fin possible pour les personnes qui en ont le plus besoin. Notre position, c'est également d'accompagner, notamment via la formation tout au long de la vie, les compétences des personnes les plus fragiles. Notre position est d'interpeller également les branches professionnelles, afin qu'elles interrogent notamment les salaires minimaux, afin qu'ils interrogent également leur attractivité des métiers. Je vais juste ici évoquer et je vais être très court, j'ai souvent entendu ici parler notamment des difficultés que certains territoires peuvent rencontrer, notamment sur l'éducation des enfants. Je vais vous donner un exemple très simple. Une mère isolée avec 2 enfants, bénéficiaire du RSA, à qui on va lui proposer une offre d'emploi dans le secteur de l'aide à domicile. Vous allez constater assez rapidement qu'elle va être absente lors des 2 moments clés de la vie de ses enfants, c'est-à-dire avant de partir à l'école et l'enfant lorsqu'il rentre de l'école. Et très souvent, on évoque ici des problèmes qui sont liés aux problèmes d'éducation, aux problèmes de difficulté d'appliquer de la parentalité. Attention aux résultats, en tout cas aux mécanismes très, très simples qui supposeraient qu'on peut occuper tous les postes sans tenir compte de la situation familiale. Vous nous avez demandé notre position, je vais la compléter. C'est qu'au sein du groupe, nous souhaitons que le travail soit une sorte d'émancipation sociale et économique. Nous ne voulons pas de travailleurs pauvres. Donc il faut être vigilant également, et c'est pour ça que lorsqu'on parle de l'attractivité des métiers et des conditions de rémunération, être attentif à ce que une personne puisse jouir de son travail. Le travail à tout prix, quitte à fragiliser encore plus la santé de nos concitoyens, on ne partage pas ce point de vue. Monsieur le Président, chers collègues, j'ai une foi réelle en nos agents, et je regrette, à l'heure où je vous avais appelé à renforcer les moyens humains de notre collectivité, sans parler de France Travail, et de proposer un savoir-faire 100% Côte d'Or en matière d'insertion et d'accompagnement vers l'emploi, que vous ayez opté pour une formule qui, je le pense, est discriminante et qui fragilise nos partenaires, notamment Pôle emploi, puisque nous l'avons évoqué, et qui réduit malheureusement l'image de feignants, qui réduit à l'image de feignants les bénéficiaires du RSA. Je peux répondre, Monsieur le Président ? Votre lecture ne présente pas une vision à 360 degrés. Elle est centrée sur une idée populiste. J'ai entendu lors de propos liminaires, et cela a été répété à l'instant, j'ai entendu le mot humanité. Oui, parlons d'humanité. Faisons confiance en nos agents, donnons-leur plus de moyens, faisons confiance aux bénéficiaires du RSA, ne les discriminons pas. Ils vivent des moments parfois difficiles.
Ne faisons pas croire que vivre avec 598 € est un luxe ultime dans notre société. Lorsque des bénéficiaires de RSA sont préparés à l'emploi, ils en retrouvent un. Lorsque les bénéficiaires du RSA trouvent des solutions au logement et accèdent à des soins de qualité, quand cela est nécessaire, ils retrouvent un emploi. Voilà notre position. La stigmatisation, non. Un accompagnement de qualité, personnalisé et individualisé, oui. Oui, moi j'ai juste, attendez, je vais vous donner la parole, Madame la Présidente, j'ai juste quelque chose à vous dire. La première des discriminations, c'est de ne pas accompagner les personnes qui sont hors de l'emploi à revenir en situation d'employabilité. Ça, c'est la seule et la grande discrimination. Tout le restant, vous pouvez faire tous les verbiages que vous voulez, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Je vous en prie, Madame la Présidente. Vraiment, je pensais qu'on avait... Oui, je vous en prie, Madame la Présidente. Je pensais vraiment que sur ce sujet, il n'y aurait pas ce genre d'expression. Parce qu'une fois de plus, Monsieur Ndiaye, vous projetez sur les autres vos propres turpitudes. Vous parlez que l'on fait le lit. Ah bah parce que vous n'en faites pas. Quand vous nous dites, excusez-moi Monsieur Ndiaye, je ne vous ai pas interrompu, Dieu sait que ce que vous avez dit était parfois limite. Excusez-moi, venir nous reprocher le manque d'humanité et de stigmatisation, mais on est justement dans une démarche qui est à la totale opposée. Vous soulignez les offres d'emploi pour stigmatiser les bénéficiaires du RSA, comme quoi ils sont des feignants. Mais vous n'êtes pas bien. Mais franchement, vous n'êtes pas bien. C'est vous qui nourrissez cette expression-là. Vous savez pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'on se dit que pour une fois, ça n'a pas toujours été le cas. Nous avons eu parfois beaucoup de bénéficiaires de RSA et peu d'offres d'emploi, et en particulier peu d'offres d'emploi accessibles avec peu de qualifications, ce qui permettait de remettre le pied à l'étrier pour les gens qui étaient très éloignés de l'employabilité. Eh bien franchement, pour une fois, on a les voyants verts. Là, il y a des offres d'emploi sur du métier peu qualifié. Alors c'est sûr, ça ne sera pas des rémunérations très très au-dessus du SMIC, mais il vaut mieux un SMIC que 580 € par mois pour vivre. Je crois qu'on vit un peu mieux quand même. Donc l'idée, c'est justement qu'en ce moment, on a quand même quelques voyants verts qui nous offrent des opportunités pour les personnes qui pourront sans doute accéder à ces emplois-là avec un peu de formation et bien sûr les levées de freins au transport, etc. Après, vous nous dites on est contre, mais on s'occupe, nous, des bénéficiaires très éloignés du RSA, des bénéficiaires du RSA très éloignés de l'emploi. Vous êtes conscient du public qu'on a. Donc vous nous dites il faut un accompagnement fin, c'est ce qu'on vous propose. Vous nous dites il faut un partenariat, il faut de la formation. Ben, c'est pour ça qu'il y a un partenariat avec le Conseil régional. Vous nous dites qu'il faut travailler avec les entreprises en leur disant attention, il faut que les rémunérations soient adéquates pour qu'ils puissent venir travailler. Ben, c'est pour ça qu'on a un partenariat avec les chambres consulaires. Vous nous dites les mamans qui travaillent et qui ne sont pas là aux heures clés de leurs enfants. Écoutez, moi j'ai élevé 3 enfants en étant infirmière. Je vous assure que je n'étais pas là à toutes leurs heures clés. Hein. C'est tout le problème. On est bien d'accord, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais Monsieur Ndiaye, il n'y a pas que les gens qui sont aides à domicile qui ne vivent pas ça. Il y a plein de professionnels de santé et autres qui ne sont pas là aux moments cruciaux. Il y a très peu de gens qui prennent leur travail après l'arrivée à l'école et qui rentrent avant la sortie de l'école. Il y a très peu de gens. Et comment on trouve l'équilibre? Et enfin, permettez-moi de finir que nous, on est tellement conscients. On veut tellement que les gens ne soient pas stigmatisés, qu'on veut les aider à pouvoir vivre dignement de leur travail. Et moi, j'ai le sentiment, Monsieur Ndiaye, puisque je vous trouve toujours très limite dans vos propos, que vous aimez bien maintenir les gens dans le sens d'autonomie sur une certaine dimension de leur vie. Ça vous donne un air de chevalier, mais croyez-moi, moi, ce que je veux, c'est des gens debout. Je ne veux pas des gens assis. Merci beaucoup. Très bien. Madame... Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame Maglika, et ensuite Monsieur Borda et Madame Eap. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je crois qu'on a un problème sur ce dossier qui est un problème d'interprétation. D'ailleurs, le mot a été utilisé plusieurs fois. On a un problème d'interprétation sur ces 15-20 heures que l'on demande aux bénéficiaires du RSA. Et je crois que plutôt que de verser dans un discours qui nous caricature et les uns et les autres,
on ferait bien de regarder les choses de manière très pragmatique. Et Madame la Présidente, vous dites qu'il n'y a pas eu de débat. Si, il y a quand même eu débat. Lors des travaux de commission, on a très largement parlé de ce rapport et on a travaillé dessus. Débat, discussion, en tout cas, on a travaillé, on a réfléchi sur cette question. Moi, la question que je pose, c'est qui calcule ces heures ? Les 15-20 heures qui sont demandées aux bénéficiaires du RSA, qui calcule ces heures ? Sur quels critères ? On nous parle effectivement d'une acception large que je trouve intéressante dans la formulation qui est faite. Mais qui va calculer ces heures ? Les bénéficiaires doivent faire 15-20 heures de démarches pour aller vers l'emploi, de démarches pour leur santé, de démarches, j'entends aussi, je lis aussi de bénévolat. Qui calcule ces heures ? Sur quels documents, sur quelles pièces à fournir ? Moi aussi, je suis la première à bien vouloir souligner l'excellent travail fait par les travailleurs sociaux et à leur donner toute ma confiance. C'est bien évident. Mais si on regarde les choses de près, on se dit que finalement, il y a un cahier des charges qui est assez ambitieux. Pour que ce cahier des charges ambitieux puisse être suivi des faits, alors il faut des moyens importants. On nous parle d'11 équivalents temps plein pour finalement environ 1000 personnes qui seraient accompagnées. Mais je crois que notre souci, c'est qu'il reste du flou dans tout ça et dans ce rapport. Parce que le but commun, c'est bien de sortir de la pauvreté. Mais est-ce que l'expérimentation n'aurait pas pu ajouter, par exemple, le fait que l'expérimentation aurait pu avoir comme objectif l'accès aux droits ? On sait aujourd'hui que plus d'un tiers des bénéficiaires potentiels du RSA n'ont pas accès au RSA, ne sollicitent pas en tout cas le RSA. Est-ce que l'un des objectifs développés par le gouvernement n'aurait pas dû être de faire en sorte que ceux qui doivent avoir droit à cette allocation puissent être suffisamment renseignés pour y avoir droit ? Peut-être que ça aurait levé un certain nombre de flous et que l'interprétation que l'on en fait aujourd'hui ne serait pas la même. Parce que nous, notre position, elle est très claire. Nous sommes pour le travail, pour l'émancipation du travail, pour que les femmes travaillent, pour que les hommes travaillent et pour que chacun puisse, par le travail, s'épanouir, vivre correctement et s'installer là où il le souhaite. Mais nous sommes pour aussi que les travailleurs sociaux aient les moyens et le temps d'aider les bénéficiaires à retrouver le chemin du travail ou de la formation. Alors, j'entends, et c'est le débat qu'on a eu justement en commission, avec un calcul un peu rapide, c'était de dire qu'il y a 11 équivalents temps plein en plus qui devraient être attribués sur cette expérimentation, en plus des travailleurs sociaux existants. Mais je lis aussi qu'on doit aller dans cet accompagnement vers des échanges hebdomadaires. Alors, moi, je m'interroge, est-ce que réellement les moyens qui vont être mis à côté de cette expérimentation sont vraiment suffisants pour que les travailleurs sociaux réussissent dans leur mission ? Puisqu'on a évoqué en commission que l'espoir finalement pour 2024, ce serait que 1000 personnes sur le territoire de la Côte d'Or et sur les territoires dont on a parlé, Beaune et Genlis, qui dépendent de ces agences, soient ou en emploi ou en formation. Et donc, est-ce que finalement l'ambition qui est portée et les moyens qui sont mis en face sont suffisants ? Et est-ce qu'on n'aurait pas pu être plus clair sur ces 15-20 heures plutôt que de laisser le champ à l'interprétation ? Et dans cette interprétation, on ne peut pas s'empêcher effectivement de penser au discours que certains pourraient porter sur « mais finalement, les bénéficiaires du RSA ont le temps d'aller faire du bénévolat sur 15-20 heures » et les discours qui peuvent être lancinants et stigmatisants là-dessus. Et on ne dit pas que c'est ce que vous dites, on dit que c'est le risque qui est porté et que peut-être il aurait fallu être moins dans le flou pour qu'on puisse être et qu'on reste en tout cas vigilant sur cette expérimentation et qu'on puisse être d'accord et valider entièrement l'expérimentation qui nous est proposée. On va avancer peut-être dans le débat parce que je crois que chacun a pu exposer ses arguments. Madame la Présidente. Oui, simplement, nous ne pouvons pas tout inscrire dans le marbre alors que nous sommes dans une expérimentation. Nous avons créé une architecture que nous avons essayé la plus équilibrée, la plus garante possible, ce qui a toujours guidé notre action, c'est-à-dire une bienveillance rigoureuse,
Nous l'avons toujours décliné dans nos politiques, donc on reste là-dedans. Mais une expérimentation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que nous allons apprendre à forger en forgeant. Et que si on voit que nous ne sommes pas pertinents, qu'il faut réévaluer des choses, que certaines choses auxquelles on a pensé ne sont pas justes, on réajustera. Oui. Je vous demande... Oui, je finis, Monsieur oui, le je vous en Président. prie, parce que c'est exactement La le sujet. chose que je veux vous demander, puisque vous l'avez, je crois que certains d'entre vous l'ont dit, faisons confiance aux travailleurs sociaux du département, faisons confiance aux services. On a une vraie expertise, c'est d'ailleurs cette expertise-là sur laquelle le président s'est appuyé pour dire nous devons copiloter parce que nos agents ont l'habitude d'accompagner des gens très éloignés ou peu éloignés de l'emploi. Ils connaissent bien le public en insertion et on va travailler ensemble au fur et à mesure. Oui. Mais nous vous rendrons compte, mes amis, nous vous rendrons compte. Voilà. Non, mais ce qu'il faut bien se dire, Madame Malika, je n'ai pas voulu, et aucun département n'a voulu des prescriptions trop précises. Parce que, et la vraie interrogation que vous auriez dû exprimer, et je laisserai la parole à Benoît Borda là-dessus, la vraie interrogation, c'est que la loi qui va être votée sur France Travail, avant même la fin de l'expérimentation, ça c'est la seule question que vous auriez dû poser, est-ce qu'elle ne va pas, cette loi, être trop prescriptive alors que nous avons demandé de desserrer l'étau de l'expérimentation pour ne pas que ça se traduise fin de l'année, parce qu'évidemment, fin de l'année, c'est un temps long, comme vous l'avez dit, M. Lassouni, c'est un temps long, l'insertion. Donc la vraie question, c'est est-ce que la loi France Travail ne va pas... J'ai obtenu qu'on ait un cadre large, que l'État précise dans le domaine législatif ce qu'il souhaite faire sur France Travail, qui dépasse l'insertion, qui est aussi la formation, qui est aussi l'employabilité des jeunes, la formation, l'apprentissage, etc. Tous ces sujets, France Travail. Très bien, ça relève du... Mais j'ai souhaité précisément le contraire, c'est-à-dire qu'on ne soit pas trop prescriptif. Et j'ai dit au gouvernement, d'ailleurs, je les ai vus et je dois les revoir la semaine prochaine, j'ai obtenu d'ailleurs que la loi ne soit pas trop prescriptive à ce stade, qu'elle fixe le cap, c'est le rôle du gouvernement, le Parlement en débattra, mais qu'après on puisse nourrir cette expérimentation pour voir ce qui peut être généralisé. Donc, mais M. Massara Ndiaye, si vous voulez être souple dans votre tête, il faut vous dire que quand vous avez un chemin à construire, vous avez deux façons. Soit vous voulez mettre des panneaux partout, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus avancer. Soit vous enlevez les panneaux, et vous dites maintenant on va expérimenter, et vous regardez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je vous invite à un peu de jeunesse, M. Massara Ndiaye. Sortez des années 60. C'est fini la planification sociale. C'est pas ça qu'il faut aujourd'hui. C'est de l'individualisation dans les démarches et des cadres pour éviter qu'on parte dans tous les sens. Voilà, vous êtes restés scotchés dans les années 60. Il faut rentrer dans le 21e siècle, là. Franchement, M. Hamidel Lassouni, très brièvement, hein, parce que là, vous êtes en seconde lecture. Merci, Monsieur le Président, de nous donner l'occasion de pouvoir débattre, d'échanger, on va dire, en toute intelligence. Je veux dire, ça n'est pas une opposition, on va dire, dogmatique et mais un figée. contre, c'est quand même une opposition, c'est Mais, pas un pour. non, mais l'intérêt d'une session, c'est de pouvoir en débattre et éventuellement, potentiellement, Absolument. de faire bouger les lignes. On essaie de densifier. Voilà. Mais ça, pour dire qu'il n'y ait pas de malentendu, nous exprimons quelques réserves. Et moi, contrairement à Lionel Jospin, pour ne pas le citer, je pense qu'on n'a pas tout essayé pour lutter contre le chômage. Et vous l'avez dit, travailler avec un salaire décent, avoir un logement décent, ce sont les premières des dignités. Simplement, on a réfléchi peut-être à des solutions qui pourraient éventuellement être étudiées, notamment, je pense, vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, renforcer réellement, on va dire, les moyens humains. Vous avez cité l'exemple de Pôle emploi, et donc ça ne relève pas forcément des prérogatives du Conseil départemental, mais c'est un vrai sujet, puisque c'est un dispositif qui est copiloté. Et notre crainte, c'est de voir augmenter le volume de travailleurs pauvres. Donc, simplement, juste... qu'il n'y ait pas de malentendu, simplement, on a simplement besoin que vous leviez les doutes. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui de pouvoir en échanger. Mais soyons clairs, moi je vous l'ai indiqué dans mon propos liminaire, il n'y a pas d'un côté les fervents défenseurs de l'intégration et de l'insertion et de l'autre les opposants. Je veux dire, on ne peut pas avoir cette position puérile et stérile, mais dire merci d'avoir apporté des éléments de réponse. Je pense que Christophe Avena, notre président de groupe, va vouloir prendre la parole. Et pour pouvoir Moi, je crois que vous avez raison, M. Lassouni. Écoutez, je veux dire un truc. Quand on parle de l'activité, la vraie ambiguïté, et moi j'étais comme vous, j'étais comme tous mes collègues, comme Emmanuel Coin, la vraie ambiguïté, c'était quand on a parlé du mot activité. Il fallait lever le débat, parce qu'on ne va pas réinventer le travail obligatoire. Enfin, c'est invraisemblable. En revanche,
Qu'on dise une personne qui est isolée chez elle, je suis même allé à la Fontaine-Bouche, je le vois, moi, quand on se retrouve pour préparer un repas ensemble, simplement sortir de sa situation, se confronter au regard de l'autre, préparer un repas ensemble, pendant 8-10 heures, on va se retrouver. Vous croyez que ce ne serait pas rendre service aux gens plutôt que de les laisser chez eux, à ne rien faire, à se morfondre? C'est ça la réalité de la vie. Alors après, l'activité, elle prendra différents sens. Les amener dans une association, les amener à peut-être ceux qui vont chercher l'alimentation, les amener à se dire je peux peut-être un jour passer de l'autre côté de la barrière, consacrer un peu de temps pour aider aussi ceux qui sont dans la difficulté. C'est tout ça qu'il faut construire dans un parcours individualisé. Et moi, j'ai confiance dans... Vous savez, chaque fois qu'on laisse des marges de manœuvre, qu'on nous laisse respirer dans un pays, j'ai confiance. Le grand bornage, il doit exister. Qu'est-ce qu'on veut faire dans un pays? On veut que les gens puissent travailler? Oui, c'est ça, on est tous d'accord, ça s'appelle le pacte républicain. Et là-dedans, qu'on nous laisse respirer, qu'on nous laisse travailler. Je crois que c'est l'esprit. Après, si ça ne marche pas, je vais vous dire, je l'ai dit à Emmanuel Coin, j'ai dit à mes services, je dis, si ça ne marche pas, je serai le premier à me retirer du dispositif. C'est tout. Et il faudra qu'on ait les moyens, vous avez raison, mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés. Vous savez, j'ai négocié pied à pied. On a des administrations centrales qui sont extrêmement restées ancrées sur des visions du passé, finalement, en se fixant des objectifs inatteignables où on ne se donnera pas les moyens d'y parvenir. Ce qui revient d'ailleurs littéralement au même. Parfois même, les deux sont liés. Bon, donc, et quand on ne veut pas avancer, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a desserré les crous. L'expérimentation agira jusqu'à 2024, parce que si on faisait fin 2023, je vais vous dire ce qu'allait se passer fin 2023. L'expérimentation, on allait dire zéro. Et donc l'État allait redire, moi je reprends la main. C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut que tout le monde soit autour de la table, avec un copilotage département. Évidemment que vous serez associés, mais je souhaite que vous y soyez même davantage, qu'on discute des objectifs ensemble, qu'on ne soit pas simplement le partenaire dormant. Parce que nous, on les retrouve, les familles, après, dans leur parcours de vie. Et c'est ça, sortir la femme de sa situation. Mais enfin, je suis allé à la Fontaine-Douche, qu'on voyait même sortir la personne de sa communauté. Il faut oser dire les choses comme elles sont. Lui permettre de se confronter, d'échanger. C'est ça, l'insertion, la véritable insertion. Bon, on ne va pas prolonger le débat. Je donne la parole à monsieur le député. Il est ici comme conseiller départemental. Non, monsieur le Président, je vous remercie. Et puis ensuite, je donnerai la parole à madame Eap, qui la demande depuis des mois. Enfin, depuis des mois, avec moi, je voulais dire, puis Pierre Poyot. Oui, monsieur le Président, je suis quand même cité depuis un certain nombre de fois ce matin. Donc par amitié. ça me fait l'occasion quand même de donner quelques éléments. Donc pour être très transparent, déjà sur l'expérimentation France Travail, moi je l'avais soutenue, je l'avais portée très tôt, vous le savez. J'avais rencontré Pôle emploi. Pôle emploi aussi était favorable à cette expérimentation. Je sais qu'il y a aussi des acteurs de l'insertion dans le département qui sont favorables à cette expérimentation. Ce que je souhaitais dire aussi, c'est qu'on le voit avec l'actualité, tous les sujets qui touchent au travail suscitent l'émotion, suscitent des débats, suscitent des craintes, des préjugés. Et à chaque fois, ça a été le cas. On l'a bien vu sur les retraites, on l'a vu il y a bien longtemps sur les 35 heures, sur tout un tas de sujets. Dès qu'on parle du travail en France, ça suscite beaucoup d'émotions. Je souhaite qu'on sorte un peu de cette phase un peu émotive et qu'on regarde concrètement la situation. La situation, on tend vers le plein emploi, mais dans le même temps, on a des travailleurs, des personnes au RSA, des personnes au chômage qui sont très éloignées de l'emploi. Et on voit bien, les politiques publiques qui ont été mises en place se révèlent inefficaces. Donc, effectivement, la question est de savoir, est-ce qu'on baisse les bras et est-ce qu'on dit c'est inefficace et puis on laisse les gens totalement de côté et on tire une croix sur leur avenir. J'y crois pas. Je pense que l'économie changeant rapidement, le monde du travail changeant et notre relation au monde du travail changeant rapidement, une des meilleures méthodes consistait effectivement à mettre en place des expérimentations qui permettent de la souplesse et qui permettent, comme vous l'avez dit, si ça ne fonctionne pas, d'arrêter ou de changer et d'en changer les modalités. Donc on a ici des critères assez larges, notamment une des premières questions qui était de simplifier l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui sont, disons-le, complètement perdus. Il y a un problème d'interlocuteur. J'entends aussi le fait qu'on ne peut pas demander plus à Pôle emploi à moyens constants. Il faudra bien à un moment donné mettre des moyens supplémentaires. Et la deuxième, qui en fait est ce qui cause du débat, c'est toute la question de ce conditionnement, de ce temps d'activité. Aujourd'hui, quand on le regarde et quand on le sait, toutes celles et ceux qui sont éloignés, dont ça fait 7 ans qu'ils sont au chômage, qui touchent le RSA,
évidemment, on ne va pas leur demander du jour au lendemain de travailler. Ils ont besoin, et avec le recrutement de ces travailleurs sociaux, ils ont besoin de coachs de vie. Et on a oublié un mot dans tout ça, ce matin dans les débats, c'est on n'est pas dans la suspicion, c'est soyons dans une bienveillance active. Alors peut-être je me trompe, mais soyons dans une bienveillance active avec ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui sont complètement cabossées par la vie, qui ont perdu totalement confiance et qui ont besoin petit à petit d'un accompagnement, d'un suivi. Et quand on parle de temps d'activité, c'est aussi de redonner des perspectives avec un planning, une prévision sur la semaine suivante, une prévision sur le mois suivant, sur qu'est-ce qu'on va faire et de ne pas vivre au jour le jour, morfondu chez soi et dans une désespérance totale. Donc, moi, j'essaye de garder ce cap et de me dire que personne n'est inemployable, mais il y a des personnes pour lesquelles ça va demander plus de moyens, plus d'accompagnement. Donc, j'essaye d'être optimiste. Donc, tentons cette expérimentation dans la plus grande bienveillance, je le redis, sans suspicion, sans flicage, sans tentation autre. Et vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président, il y a un cadre législatif et une loi qui doit arriver. Effectivement, ne nous précipitons pas. Bien sûr, c'est ça la vraie question. Je le dis assez souvent, l'Assemblée nationale et le Sénat votent beaucoup trop de lois. On cherche en France trop à légiférer, à être trop précis. Gardons un cadre assez large. Permettons aussi à cette expérimentation de vivre le temps qu'elle doit vivre. C'est quand même des moyens importants. Si on cherchait à faire des économies sur le dos des gens, on n'engagerait pas en Côte d'Or sur 2 ans 1 600 000 €. Donc j'ai envie de vous dire, soyons dans la bienveillance. On a des acteurs qui sont reconnus sur le territoire, des acteurs de l'insertion. Pôle emploi est dans une vraie dynamique. Eh bien, peut-être je me trompe, je ne l'espère pas en tout cas. Tentons cette expérience. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, Monsieur Borda. Bien, Monsieur Avena, vous aviez demandé la parole ? Il y a d'autres personnes avant moi, mais moi je demanderais dans le cadre de ce débat une suspension de séance de 5 minutes si c'est envisageable. Elle vous est accordée. On laisse le débat se terminer. Je suis désolé, j'ai un coup de fil très urgent. Voilà. Et je vais demander à la première vice-présidente de... Après le débat, la suspension de séance est accordée. 5 minutes. Donc, on va peut-être donner la parole à Madame Ehab Dupin en attendant. Merci Madame la Présidente. Je voulais tout simplement rappeler que pendant les débats ont été rappelés la confiance en nos agents. Je crois que c'est aussi important d'abord de souligner tout le travail qu'ils accomplissent et puis aussi la manière de servir. Et le débat, nous avons eu donc un comité social territorial qui engage un débat sur cette question avec les partenaires sociaux. Nous avons eu une présentation complète de l'expérimentation France Travail. Des questions ont été posées. Il y a eu un échange. Et après les échanges, bien entendu, le comité social territorial était consulté pour avis. Ça veut dire que chacun s'est exprimé par un vote. Eh bien, mes chers collègues, je tenais à porter à votre connaissance que ce dossier a recueilli l'unanimité du comité social territorial. C'est tout ce que je tenais à souligner et que cette réunion est une réunion très récente puisqu'elle date du 10 mars. Donc déjà dans un environnement tout autre dans notre pays. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que ça a été des échanges forts, intéressants, mais on a senti là aussi l'engagement plein et entier de nos collaborateurs. Voilà ce que je voulais préciser, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Eh bien, que cette belle unanimité dont vous nous parliez inspire nos collègues de l'opposition. Et monsieur Poyot, j'avais pas vu. Excusez-moi. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, ce dossier de l'insertion est quelque chose d'extrêmement lourd, complexe et qui touche une population qui a beaucoup de mal. Et j'aurais tendance à dire, moi qui suis un vieux terrien,
je pensais avoir vu disparaître dans nos campagnes la misère que j'ai connue quand j'étais jeune, enfin pas personnellement, mais que j'ai vu dans nos villages. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le nombre de gens qui n'ont plus vraiment leur place dans la société augmente, pour d'autres raisons que le passé. J'ai siégé pendant 14 ans à l'équipe pluridisciplinaire, à Beaune, comme vous êtes maintenant, Madame la Présidente. Et ensuite, pendant les 6 ans qui ont suivi, c'est ma collègue qui a assisté, Béatrice Moinjon, et à nouveau, depuis 2021, j'y siège. Je ne vous cache pas que je suis un peu déboussolé, c'est peut-être excessif, mais enfin inquiet quand je vois l'évolution de la population. Quand je dis évolution, c'est une évolution négative sur la situation des personnes que l'on voit dans ces équipes pluridisciplinaires. Je vous donne un exemple que vous comprendrez aisément sans qu'on entre dans le détail, le cas que nous avons examiné jeudi dernier à notre équipe pluridisciplinaire. C'est sûr que vous pensiez à cela. On est confronté sur le terrain à une avalanche de personnes qui sont dans la difficulté. À titre indicatif, je n'en tire pas de gloriole, la communauté de communes d'Arnelles-Yernais a versé, parce que ça va beaucoup plus vite que de faire directement nous-mêmes, une subvention de 1 000 € au Secours catholique pour l'aider, pour qu'il puisse aider, que le Secours catholique puisse aider des personnes qui veulent créer alors des micro-entreprises, des petites activités, enfin se sortir de la difficulté, qu'on puisse rapidement les aider pour des aides de 100, 200, 300 € pour des petites bricoles qui peuvent engendrer une activité. Certes, le dispositif que l'on voit ici n'est sans doute pas parfait. On a parlé d'expérimentation. Certes, il ne touche pas tout le département, c'est vrai aussi. Néanmoins, il faut bien un début à tout. Et même s'il doit être amélioré, je crains aussi quelque part en lisant qu'on en fasse une usine à gaz administrative, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Quand je dis le 2.4 du rapport avec la succession de comités de pilotage, bon, néanmoins, c'est quand même quelque chose qui me semble devoir aller dans le bon sens. Et c'est pour cette raison qu'avec ma collègue, nous voterons pour ce rapport. Je vous remercie, chers collègues. Donc, il n'y a plus de demande de parole. Donc, la suspension de séance est de droit. Nous suspendons la séance pour 2 minutes, c'est ça ? 5 minutes. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez aller voir nos collègues? Il faut que la fumée blanche sorte. Je ne sais pas si on aura un Abemous Papam. Pardon? Oui. Ben parce que le premier, c'est le premier. Bon. Est-ce que quelqu'un du cabinet pourrait aller voir où ils en sont, s'il vous plaît? Ah. Le retour. Bien. Bien, mes chers collègues, après ce débat très, très enrichissant et nourri sur l'expérimentation et sur la fin, je vous rappelle qu'on a 2 votes à faire après l'explication qui nous sera fournie. Le premier vote qui concerne le SPI, il s'agit simplement, le service public de l'emploi et de l'insertion et de l'emploi exactement, il s'agit simplement de demander à l'État qu'il nous verse le solde des subventions, ça c'est le premier rapport, et le deuxième rapport, c'est de permettre l'expérimentation pour lequel 19 départements ont été, après échange avec le gouvernement, retenus pour la conduire, dont la Côte d'Or. Je rappelle qu'il y a eu plus de candidats. Je le dis à M. Christophe Avena pour son information complète et pour les membres de l'opposition. Il y a eu plus de demandes de départements candidats que de départements retenus, puisqu'on était une 50aine de départements qui avons candidaté et que 19 d'entre eux ont été retenus. 50. Bien. Bon.
Vous voulez la parole, M. Avena? Bien, alors je vais donc procéder au vote s'il n'y a pas d'autres demandes d'expression. Premier vote, c'est donc sur le service public de l'insertion et de l'emploi demander à l'État qu'il verse le solde des subventions. Y a-t-il des oppositions? Billy Chrétien, vous abstenez? Vous faites quoi? Bon, alors sur le SPI, pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Sur l'expérimentation France Travail, je mets aux voix qui est d'avis de le voter, l'expérimentation. Voilà, je note M. Poyot, je note aussi Mme Cognard. Pardon, M. Borda, évidemment. Voilà, merci beaucoup. Donc, qui est d'avis de s'abstenir? Alors, 1, 2, 3, 4 abstentions. Qui est d'avis de s'y opposer? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.